On avait la dernière fois commencé à voir quelle était la manière dont Aristote pensait la classification des arts et comment il voyait le rapport entre la pratique artistique qu'il appelle la poiesis, la création, et la nature. L'art est une mimésis, c'est-à-dire une imitation de la nature, mais, euh, et c'est là un des points les plus intéressants que soulève Aristote, l'art mimétise la nature, imite la nature abstraitement, procède par abstraction. L'art n'imite jamais totalement la totalité du réel, il imite en isolant une propriété du réel, en imitant certains objets, en imitant la manière dont la nature produit. Et je vous avais dit, ce qui va vraiment écarter l'art de la mimésis, ce qui va faire que l'art n'est pas une simple reproduction de la nature, c'est outre le fait que la mimésis n'est jamais qu'une abstraction euh, incomplète, imparfaite, donc, l'artiste est capable de porter un regard, euh, donc Aristote va en distinguer trois, un regard singulier, qui lui est propre, sur ce qu'il imite. Aristote parle de sculpture, de peinture ou de théâtre réaliste. Hein. Les poètes à ce moment-là imitent les hommes tels qu'ils sont. Mais il dit aussi que l'artiste peut représenter le monde meilleur qu'il n'est ou pire qu'il n'est. Et donc la question qu'on avait soulevée à la fin du cours dernier était de savoir si, euh, était de savoir si l'artiste était véritablement sincère dans ce qu'il représentait. La question est donc de savoir si dans l'imitation, il y a seulement abstraction, mais également peut-être aussi déformation. Alors c'est ce que nous allons voir dans un texte, euh, peut-être l'un des dialogues les plus difficiles, mais en même temps les plus célèbres de Platon, qui s'appelle Le Sophiste. C'est un dialogue. Donc, Platon va écrire un dialogue où Socrate est pour une fois en retrait. Il faut prendre des notes là. Socrate est pour une fois en retrait. Et c'est un personnage qui s'appelle l'étranger, qui vient d'ailleurs de je ne sais plus quelle ville, il faudrait que je relise le dialogue dans son intégralité, il me semble qu'il en ait fait mention au début du dialogue. C'est l'étranger qui va occuper la place qu'occupe Socrate traditionnellement, à savoir celle du meneur de jeu, celui qui va conduire le dialogue, et en fait, par ses questions, il va faire émerger une certaine vérité. Alors, le dialogue a, comme son titre l'indique, pour objet le sophiste. Qu'est-ce que c'est qu'un sophiste? Un sophiste, c'est l'équivalent à Athènes de ce qu'on pourrait appeler un maître de rhétorique, rhétorique RH, et pas de H après le T, rhétorique, un maître de rhétorique, ou on dirait aujourd'hui un conseiller en communication. Un sophiste fait profession d'éloquence et il prétend enseigner à ses élèves, qui sont en fait ses clients, qui payent en fait pour ce genre de service, il prétend enseigner à ses élèves l'art de persuader sur n'importe quel sujet, y compris et surtout d'ailleurs les sujets auxquels on ne connaît rien.
C'est vraiment l'ancêtre du conseiller en communication, hein. Aujourd'hui, ce genre de personnage travaillerait certainement dans certains ministères, par exemple. Alors, le sophiste est à la fois du côté de la théorie et de la pratique, c'est-à-dire qu'il exerce une profession d'enseignant, de professeur, même s'il n'enseigne véritablement rien, c'est le problème d'ailleurs central du sophiste, à part l'art de persuader. C'est un généraliste qui ne maîtrise absolument rien, à part ça. Et donc toute la réflexion du sophiste va porter sur le langage, sur les pouvoirs du langage, et de la parole en particulier, à une époque où très peu de gens savaient écrire, et donc lire. Le problème du dialogue est le suivant. Que fait le sophiste? Quelle est l'activité du sophiste? Et l'étranger va chercher à faire comprendre à ses interlocuteurs ce qui fait le propre du sophiste. Le sophiste est quelqu'un qui dit le faux sous l'apparence du vrai. À tel point que ce qu'il déclare, ce qu'il professe, semble plus convaincant que la réalité elle-même, que la vérité elle-même. Alors, j'en dis quelques mots parce que c'est vraiment un texte fondamental pour, on va dire, l'histoire de la vérité. Si jamais vous avez bah tiens, si jamais vous avez eu un sujet de dissertation sur la vérité, ça aurait été pas mal d'avoir lu ce texte, mais trop tard. Heu, c'est un texte fondamental sur la vérité pour la raison suivante, c'est que, jusqu'à Platon, la vérité se confond avec la réalité. La vérité se confondait avec la réalité. Autrement dit, on pouvait interchanger les termes de vérité et de réalité, au fond, dans une conception archaïque de la vérité est réelle. Et la réalité est vraie. Donc, dans la pensée des prédécesseurs de Platon, par exemple, hein, par exemple Parménide, si la vérité est réelle, cela veut dire que le faux n'est pas réel. Donc que le faux n'existe pas. Si la vérité est la réalité, alors le faux est la non-réalité. Donc, hein, pour le dire dans des termes plus grecs, si la vérité c'est l'être, alors le faux c'est le non-être, c'est ce qui n'est pas. Or, ce que montre le sophiste, ce que prouve le sophiste par son existence, c'est que le faux est. C'est que le faux a une réalité. Puisqu'il est capable d'enseigner le faux, et même par ses, on va dire, ses manipulations oratoires, il est capable de transformer la réalité grâce au mensonge.
Donc, l'étranger va en arriver à la conclusion que le sophiste ne dit pas quelque chose qui n'existe pas. Le sophiste ne dit pas quelque chose qui n'existe pas. Et ça va marquer l'histoire de la philosophie à jamais. Il dit la réalité autrement qu'elle n'est. Il dit la réalité autrement qu'elle n'est. Pourquoi ça va être absolument fondamental pour l'histoire de la pensée occidentale? Parce que les philosophes grecs vont se rendre compte à ce moment-là, que si la vérité est une, s'il y a une seule vérité, puisque le mensonge est une autre réalité, il y a mille et une manières de mentir. Il y a une seule vérité, mais il y a mille et une manières de mentir. Parce que le mensonge est toujours l'autre de la réalité. Le mensonge est toujours multiple, le faux, pardon, est toujours multiple. Le mensonge fait partie du faux. Alors que la vérité est toujours unique. Et donc, il y a un absolu de la vérité, alors qu'il y a une relativité infinie du faux. Alors, vous me direz, et c'est une excellente question et je vous remercie de me la poser, c'est quoi le rapport avec l'art? Quel est le rapport avec l'art? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Platon, par l'intermédiaire de l'étranger, va se servir d'un concours de sculpture pour illustrer ce que c'est qu'un sophiste. Alors, je commence par vous raconter quel a été ce concours. Il faut juste que je retrouve l'anecdote précise. Voilà. Déjà un petit texte, enfin, une petite mise en contexte de ce que c'est qu'une sculpture en Grèce. Parce que c'est pas évident. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une sculpture en Égypte? À peu près. Ok. Est-ce que vous voyez ce que c'est que la sculpture d'un dieu en Égypte? Pour un Égyptien, je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires sur l'Égypte ancienne, qu'est-ce que c'est que la statue d'un dieu? Qu'est-ce que c'est? Et non pas qu'est-ce que ça représente? Non, non, les pyramides, non, c'est pas des sculptures, ça, si vous voulez, ce sont des bâtiments. Mais prenons une statue, je ne sais pas moi, du dieu chacal Anubis, dieu des morts, dieu de la mort et de l'embaumement et de la sagesse. Prenons la statue du dieu chacal Anubis. Vous voyez ça, vous vous dites ça représente un dieu, mais qu'est-ce que c'est pour un Égyptien? Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Non, c'est pas un mec normal, il a une tête de chacal, donc c'est tout sauf un mec normal, hein. C'est pas une statue. La statue du dieu n'est pas la statue, c'est le dieu. Ok, donc en fait, il faut comprendre que pour une pensée archaïque, voire une pensée qui a découvert l'écriture, hein, mais pour des cultures très anciennes, la sculpture ne représente pas la divinité, elle est la divinité. J'ai fait une blague en entrant, Alexandre a mis un peu de temps à percuter, j'ai fait une blague sur Moïse, je crois que c'était vous,
j'ai fait une blague sur Moïse. Que fait Moïse en descendant du mont Sinaï après avoir reçu la table des 10 commandements des mains, enfin des mains, si j'ose dire, des quelque chose de Dieu. Il voit son peuple, enfin la moitié de son peuple, je crois, adorer un veau d'or, hein, une statue du veau d'or, mais il n'adore pas la statue. On n'est pas complètement stupide, même dans le désert du Sinaï. Et il y a 4 ou 6 000 ans. Ils adorent un dieu directement. Et c'est ça le problème de ce qu'on va appeler l'idolâtrie. L'idolâtrie va consister à placer euh, des, euh, euh, des principes spirituels, des dieux, de manière immanente dans des choses, dans des objets, dans des rivières, dans des forêts, dans des statues. C'est ce que font les Égyptiens, c'est ce que font tous les peuples polythéistes, hein, païens de l'Afrique du Nord et de ce qu'on appelait à l'époque l'Asie et ce qu'on appelle le Proche ou le Moyen-Orient aujourd'hui. Le dieu, c'est la statue. La statue, c'est le dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est qu'à l'époque de Platon, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce n'est qu'au 5e siècle qu'on a des preuves, si vous voulez, que la statue n'est plus le divin, n'incarne plus les dieux, mais représente les dieux, sont des symboles des dieux. Ça veut dire que vous ne pouvez pas enfin, vous pouvez faire votre prière devant la statue d'Athéna, mais en faisant votre prière devant la statue d'Athéna, vous ne la faites pas devant Athéna. C'est un problème, si vous voulez, qui va être une des données de la réforme. Est-ce que Jésus est dans l'hostie ou est-ce que la communion est un symbole? Okay. Bah, c'est pareil hein, pour les Grecs à l'époque. Alors, Platon, dans le Sophiste, fait allusion à un concours de sculpture. On arrête de faire ce bruit de dauphin. Euh, il fait allusion à un concours de sculpture qui va opposer les deux plus grands sculpteurs de son époque. Phidias, qui est peut-être le plus grand sculpteur grec connu, avec Praxitèle. Phidias, P-H-I-D-I-A-S, Phidias. Et son élève, Alcamène. Si vous voulez, c'est comme les Sith. Hein. L'élève pense avoir dépassé le maître, et Phidias croit avoir perdu la main. Et donc il va y avoir un concours entre Alcamène et Phidias pour réaliser la plus belle statue d'Athéna, celle qui va coûter d'ailleurs un bras à Athènes et qui va en partie expliquer la défaite d'Athènes pendant la guerre du Péloponnèse. Qui, parmi les garçons, parce que je n'ose pas imaginer que les filles trop sérieuses jouent aux jeux vidéo, qui a joué à Assassin's Creed Odyssey? Ok, la grande statue d'Athéna, devant le Parthénon, à Athènes. C'est cette statue-là, en fait, qui fait l'objet d'un concours entre Alcamène et Phidias. Il y avait une grande statue devant le temple d'Athènes, au sommet d'Athènes, hein, sur le Parthénon. Bah, c'est de ça que je cause, hein, comme disait Sniper. Alors, c'est un rappeur que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Alors,
Le concours donc oppose l'élève Alcamène au maître Phidias, et quand les jurés voient arriver la maquette de la statue d'Athéna par Phidias, ils se disent que Phidias est devenu gâteux, aveugle, ou qu'il était bourré. Mais en gros, la statue de Phidias a une tête difforme. On dirait que Athéna est hydrocéphale. Okay, ça veut dire qu'elle a une tête disproportionnée par rapport au reste de son corps. Et elle a des jambes minuscules. Alors que la statue d'Alcamène est parfaitement proportionnée. Elle correspond parfaitement au modèle que Phidias et donc Alcamène avaient utilisé pour représenter Athéna. Et là, Phidias va leur dire, mais attendez, vous allez la mettre où, votre statue? Elle va faire quelle taille, votre statue? Vous allez la mettre au sommet, d'Athènes, et elle va mesurer 15 mètres de haut. Donc, quand vous serez en bas de la statue, si la statue est parfaitement proportionnée, vous ne verrez jamais sa tête. Vous ne verrez jamais sa tête, parce que par un effet de perspective, tout simplement, si la tête est parfaitement proportionnée et qu'elle est géante, si la statue est géante, et que vous êtes en bas, vous ne verrez jamais le visage d'Athéna. Or, moi, Phidias, qui ne suis pas né de la dernière pluie, j'estime que vous voudrez voir le visage d'Athéna quand vous prierez devant elle. Et là, le juré comprend qu'en fait, Phidias a intégré par calcul un principe de déformation, de dysmorphie dans sa statue pour l'adapter au regard du public. Autrement dit, il a étudié à fond les lois de la perspective et de l'anatomie pour déformer comme il le fallait les traits d'Athéna et les proportions de son corps afin que l'intégralité de la statue soit visible en contrebas. Pas mal, hein? Pas mal pour un vieux grec. Bah de loin, on le verra pas distinctement, si vous voulez. C'est-à-dire que vous regardez par exemple, ça sera pas si choquant que ça. Vous regardez par exemple la statue de la Liberté. Elle a une grosse tête, la statue de la Liberté. Ouais. Et elle a des petites jambes. Ouais. Gustave Eiffel, qui est, je crois, celui qui a réalisé la statue de la Liberté, alors c'est pas lui qui a fait ça avec ses petites mains, hein, mais en tout cas il l'a dessiné. Il avait lu le Sophiste, très probablement. Il avait entendu parler du concours entre Phidias et Alcamène. Il avait fait, en fait, il avait appliqué par calcul les lois de la perspective directement intégrées dans le corps de la statue, si je puis dire. Quelle est la meilleure statue? Celle qui représente fidèlement la réalité ou celle qui s'adapte au point de vue du spectateur pour flatter son regard? Alors vous comprenez que pour Platon et pour le personnage de l'étranger, le sophiste ressemble à Phidias, Phidias qui avait en fait compris quel devait être le point de vue du spectateur sur ce qu'il représente et adapter ce qu'il représente aux attentes du public. Qu'est-ce que c'est qu'un bon artiste? Est-ce que c'est celui qui est fidèle à la réalité? Ou est-ce que c'est celui qui présente un mensonge tellement séduisant qu'il est plus crédible que la réalité elle-même? Alors, je vous lis le dialogue. Vous avez tous les éléments de contexte pour comprendre maintenant. Et ensuite, on va aborder les conséquences éthiques et politiques pour Platon d'une certaine pratique artistique. Alors,
C'est un dialogue qui oppose, comme souvent d'ailleurs, un jeune imbécile à un vieux grigou expérimenté et sage. Donc le jeune imbécile, c'est un type qui s'appelle T et tête. T-H, E accent aigu, E accent aigu, T, E accent grave, T, E. Hein, notez-le. Je ne vais pas l'épeler 150 fois. T et tête. T-H-E-E. T-H-E-E, pardon. T, E accent grave, T, E. T et tête. Et l'autre personnage, c'est l'étranger. Ouais. Alors pourquoi l'étranger? On s'est beaucoup posé la question. Et la lecture la plus séduisante, à mon sens, c'est que l'étranger, c'est celui qui va expliquer à Platon, qui va faire comprendre au personnage de Socrate que le faux n'est pas le non-être, mais l'autrement que l'être, l'autre que l'être. Et donc l'étranger, c'est celui qui est autre, et c'est pour ça que ce personnage est celui de l'étranger. Alors, bon, je fais deux personnages, hein. Je ne vais pas changer de voix, simplement je vais les annoncer par leur titre. T et tête. C'est bien parlé, voilà comment il faut nous y prendre. L'étranger. En suivant donc notre première méthode de division, de distinction, je crois apercevoir deux espèces de l'art d'imiter. Mais de savoir dans laquelle des deux se trouve celle que nous cherchons, c'est-à-dire celle du sophiste, c'est ce dont je ne crois pas pouvoir me flatter encore. Té et tête. Dis-nous toujours en attendant quelles sont ces deux espèces. L'étranger. Je vois dans l'art d'imiter d'abord l'art de copier. C'est particulièrement vrai quand on opère l'imitation en reproduisant les proportions du modèle en longueur, largeur, couleur et profondeur, et en y ajoutant les couleurs convenables. Té et tête. Mais quoi, n'est-ce pas là ce que s'applique à faire tous ceux qui veulent imiter un objet? Autrement dit, quand les artistes prennent pour modèle la nature, ne le font-ils pas dans l'optique de respecter euh, ce qu'ils imitent? L'étranger, non pas ceux du moins qui exécutent de grands ouvrages de sculpture ou de peinture, de grands ouvrages de sculpture ou de peinture, car s'ils donnaient aux belles figures qu'ils représentent leurs véritables proportions, tu sens bien que les parties supérieures paraîtraient trop petites et les inférieures trop grandes, parce que les unes sont vues par nous de loin et les autres de près. Pas bête. Té et tête. Cela est juste. L'étranger. Ainsi n'est-il pas vrai que les artistes s'inquiétant peu de la vérité donnent à leurs ouvrages, au lieu des proportions naturelles, celles qu'ils jugent devoir faire le plus bel effet? Té et tête. Assurément. L'étranger. Il est donc raisonnable d'appeler la première des deux espèces d'imitation une copie, puisqu'en effet, elle ressemble à l'objet. Té et tête. Oui, l'étranger. Et d'appeler ainsi que nous l'avons fait cette espèce de l'art d'imiter, l'art de copier. Té et tête. Fort bien. L'étranger. En gros, un dialogue de Platon, c'est un type qui dit des trucs intéressants. Et l'autre qui dit d'accord, tu as raison, oui Socrate, bien Socrate, assurément, pourquoi pas, etc., etc. Quand vous avez à traduire ça en grec, hein, vous savez que pour une des deux répliques, vous êtes tranquille. L'étranger. Mais quel nom donner à ce qui, considéré d'un bon point de vue, paraît ressembler au beau, mais n'offre plus convenablement examiné la ressemblance qu'il promettait? Ne pouvons-nous pas l'appeler fantôme, puisqu'il n'a qu'une apparence de ressemblance? Té et tête, pourquoi pas? L'étranger. Cette division n'occupe-t-elle pas une grande place et dans la peinture et dans l'art d'imiter en général? Té et tête, certainement. L'étranger, et n'appellerions-nous pas fantasmagorie l'art qui produit non pas la copie des objets mais leurs fantômes? Té et tête, d'accord. Ok, alors que nous dit l'étranger? Parce que té et tête, nous devons l'avouer, à part dire oui oui, ne dit pas grand-chose. L'étranger nous dit qu'il y a deux espèces d'imitation. Premièrement, ça faut noter, l'art de copier, c'est-à-dire l'art de reproduire ce que les Grecs appellent l'icône,
E-I-K-O-N, qui va donner, par exemple, dans la religion orthodoxe, l'icône, ou en informatique d'ailleurs. Donc l'image fidèle de la réalité, fidèle à la réalité. Et une imitation qui va incorporer, qui va intégrer le point de vue du spectateur dans l'œuvre d'art, qui va intégrer le point de vue du spectateur dans l'œuvre d'art. Et ça, Platon, par l'intermédiaire de l'étranger, Platon appelle ça une fantasmagorie, c'est-à-dire l'art de produire des fantômes. Mais il faut bien comprendre pourquoi Platon emploie ce terme de fantasmagorie et de fantôme. Premièrement, parce que l'œuvre d'art est une pâle copie, une copie dégradée de la réalité. Et deuxièmement, et c'est ça le plus intéressant, c'est que l'œuvre d'art ressemble, ça c'est quelque chose qui va obséder par exemple Kant, l'œuvre d'art ressemble à une hallucination. L'œuvre d'art ressemble à une hallucination. Qu'est-ce que cela veut dire que l'œuvre d'art ressemble à une hallucination? Eh bien, l'œuvre d'art parfaitement réussie, c'est l'œuvre d'art qui intègre tellement bien le point de vue du spectateur, qui prend en compte tellement bien le regard du spectateur, que justement, le spectateur pourrait croire être l'auteur de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art parfaite, l'œuvre d'art qui a atteint son summum en fait de mensonge et donc de ce point de vue-là de réussite, c'est l'œuvre d'art qui correspond parfaitement à l'imagination du spectateur et donc que le spectateur pourrait croire avoir créé. Je ne sais pas si vous n'avez pas déjà eu cette sensation ou déjà vu cette, cette émotion-là devant une œuvre d'art. Par exemple un film, de se dire mais tiens, ce film me correspond tellement que c'est comme si je l'avais déjà vu. Hein. Ce livre me correspond tellement que c'est comme si je l'avais déjà lu. Hein, moi, très clairement, ça ne m'arrive pas souvent, mais quand j'ai lu, par exemple, pour la première fois, c'était Du côté de chez Swann, Du côté de chez Swann de Marcel Proust, il y avait des réflexions de Proust que je m'étais déjà faites exactement dans les mêmes termes, et je me suis dit, mais en fait, ce livre, c'est moi qui l'ai écrit avec un siècle d'avance, quoi. C'est-à-dire que j'avais jamais entendu parler de Proust avant, et je me suis vu dans ce que Proust écrivait, et dans certaines de ses réflexions. Euh, pareil pour, euh, pareil pour certains groupes musicaux, certains compositeurs. Alors, ça m'arrive beaucoup moins avec la musique classique parce que je pense que le monde dans lequel on vit se prête assez peu, reflète assez peu ce qu'était le monde de Beethoven et de Mozart, plutôt de Mozart et de Beethoven. Mais je sais pas, un groupe comme Joy Division par exemple, hein, quand j'étais à Châteauroux, je me suis dit cette musique est faite pour Châteauroux. C'est parfaitement, enfin c'est la musique de la fin du monde si vous voulez. Alors, euh, Kant va dire que, ça je fais un aparté là sur Kant, peut-être que j'y reviendrai plus en détail à un autre moment. Kant va dire dans la critique de
la faculté de juger, dans la première partie de la critique de la faculté de juger, que le beau, c'est la rencontre entre la forme d'un objet, qu'il soit un artefact, un paysage, euh, un corps humain, un animal, etc., etc. C'est la rencontre entre la forme de n'importe quel objet et la liberté de l'imagination de celui qui le regarde ou de celui qui l'entend. Autrement dit, alors ça pour le coup c'est très vrai dans la musique classique je trouve, ou dans le jazz. C'est-à-dire dans une musique qui n'a pas de récurrence. Bon, il y a de la récurrence dans la musique classique, mais pas seulement. Euh, C'est-à-dire qu'une musique qui est véritablement belle coule de source. On dirait, si vous voulez, enfin, on peut se mettre à la chantonner d'une certaine manière alors qu'on ne l'a jamais entendue, au fur et à mesure qu'elle se déploie dans le temps. Et c'est ce que dit Kant en fait. Kant dit qu'une forme atteint son plus haut degré de perfection quand l'auditeur ou le spectateur n'est pas heurté en fait dans son imagination, dans le travail de son imagination, dans le travail que son imagination fait en même temps qu'il lit, qu'il écoute ou qu'il voit. Est-ce que ça va pour tout le monde ça? Je pense que vous voyez bien en fait ce que veut dire Platon, c'est qu'il y a une harmonie qu'on dirait quasiment préétablie au terme de Leibniz. C'est comme s'il y avait une harmonie entre l'esprit de l'artiste et l'esprit du spectateur. Et c'est ça qu'on appelle le beau. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde ça? Ouais, non, non, justement. Ah oui, ok, je vois. Euh, Donc, la question de votre camarade, c'est, euh, étant donné que tous les goûts sont dans la nature, chacun peut trouver du beau là où son imagination le conduira. C'est ça. Alors, oui, on peut très bien dire ça. C'est-à-dire que on peut très bien considérer, Chut. On peut très bien considérer que il y a, puisque le beau est un sentiment strictement subjectif, on peut très bien déduire en fait de la subjectivité du beau à la relativité du beau, au relativisme même du jugement esthétique. Hein. Chacun ses goûts. Hein. Ouais, mais non en fait. C'est-à-dire que c'est un peu plus exigeant que ça, chez Kant comme chez Platon. C'est-à-dire que euh, pour avoir une véritable émotion esthétique, il faut que l'imagination soit véritablement libre, et ça se travaille. Ça se travaille. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait une imagination pauvre ou médiocre, euh, bah forcément, j'aurais tendance à considérer que son goût est plus pauvre que celui qui s'est confronté à énormément d'œuvres d'art, qui s'est forgé une culture artistique, qui est curieux et qui est capable de vous expliquer pourquoi, vraiment d'en parler en fait, pourquoi Hopper est ou non un grand peintre, par exemple. Pourquoi alors que on pourrait et pourquoi les contemporains d'Hopper n'ont pas fait du Hopper, par exemple. Quelle est la différence entre un artiste médiocre et un grand artiste? Et ça, si vous voulez, ça se travaille, ça se muscle en fait. L'imagination, c'est un muscle. C'est exactement la même chose que le calcul mental ou, je ne sais pas moi, la mémoire. Ça suppose un certain travail sur soi. Euh, Cela étant dit, moi je suis plutôt, je dois le dire, je suis plutôt un réaliste esthétique. C'est-à-dire que je vais considérer que il y a objectivement euh, des hommes et des femmes qui sont beaux, point, belles,
je vais quand même pas me mettre à faire de l'écriture inclusive dans mon cours. Il y a objectivement des paysages qui sont beaux, il y a objectivement des tableaux qui sont beaux, il y a réellement en fait de la beauté dans des choses et réellement de la laideur dans d'autres choses. C'est-à-dire que je vais considérer, et en cela je suis beaucoup plus grec qu'allemand, je vais considérer que la beauté est une propriété réelle des choses. Okay, et non pas, cet adage qui... ça, j'ai eu cette discussion-là avec mes séries technologiques, et en particulier une classe particulièrement dynamique qui me disait, mais monsieur, tous les goûts sont dans la nature, il y a autant de... la beauté est dans le regard du spectateur et pas dans l'objet qu'on regarde, etc., etc. Ils sont kantiens sans le savoir. Hein. Ils font du Kant, un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Eux, ils font du Kant sans le savoir. Mais, premièrement, il me semble qu'il y a certaines beautés qui s'imposent d'elles-mêmes par leur évidence. C'est pareil pour la laideur d'ailleurs. Il y a une raison pour laquelle toutes les sociétés humaines ont été fascinées par les monstres, par les bossus, par les siamois, par des corps difformes depuis la nuit des temps, hein, si vous voulez. Il y a une raison pour laquelle il y a des normes esthétiques qui certes évoluent, mais on va quand même trouver la représentation d'un corps, par exemple d'un corps féminin, d'un corps masculin, euh, belle, bien que nos normes esthétiques sur ce corps aient changé. Okay. La représentation, elle, continuera à être belle. Même si on aura tendance à dire, bah non, c'est plus ça, un corps féminin beau, il faut que ce soit athlétique et plus gras, etc., etc. C'est ce que disait d'une certaine manière Montaigne dans le texte sur le beau que je vous avais fait lire dans le cours sur la culture. Et surtout, je pense que on ne voit pas à quel point et je finirai là-dessus parce que j'ai pas tellement le temps d'aborder la question éthique et politique, mais en fait si, ça a à voir avec l'éthique et la politique. On ne voit pas à quel point le relativisme, cette espèce de libéralisme débridé qui consiste à dire à chacun son opinion, à chacun son goût, à chacun sa culture. Il y a autant de génie dans un slam de Grand Corps Malade ou dans un rap de Booba que dans une sonate de Mozart et dans un poème de René Char ou dans un sonnet de Verlaine. C'est une manière, en fait, non pas de faire éclater le système, mais au contraire de le renforcer. Quel est le système? Le système, ça consiste à dire que quand c'est à chacun son goût, vous allez vendre 100 fois plus que lorsqu'il y a un goût, un bon goût, qui sert de norme sociale, qui sert de critère social. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi, pourquoi aujourd'hui les maisons de disques financent et produisent des artistes dans des domaines très différents, dans des genres très différents? Bah, précisément parce qu'en en démultipliant les marchés, en fait, vous n'enrichissez pas forcément la culture musicale. Hein. Ça, je pense que, bon, objectivement, on peut dire que la chanson française contemporaine aujourd'hui, ça me donne envie de m'enfermer dans mon bunker et de me suicider. C'est plutôt que vous allez pouvoir en vendre 2 fois plus. Un exemple tout simple, la mode. Il y a 70 ans, allez, il y a 80 ans, mesdemoiselles, vous étiez en robe, messieurs, vous étiez en costume. Je ne dis pas que c'était le bon temps. Je dis que maintenant, j'ai des costumes, j'ai des jeans, j'ai des chemises, j'ai des cravates, j'ai des t-shirts, j'ai des blousons, etc., etc. C'est-à-dire que je consomme 10 fois plus qu'avant, précisément parce que la société de consommation me dit, mais tout est relatif, tous les goûts sont dans la nature, il y a autant de définitions du beau qu'il y a de personnalité, etc., etc. Okay.
Donc en fait, cette espèce de relativisme qui se veut tolérant, qui se veut libéral, c'est une manière extraordinairement puissante que la société de consommation post-industrielle a trouvée pour perpétuer la machine capitaliste. C'est aussi simple que ça. Bah oui, hein. Enfin, ça pour le coup, mesdames, je ne vous l'apprends pas. Vous achetez un truc chez H&M au printemps, vous pouvez être à peu près certaine qu'au printemps suivant, il faudra le balancer à la poubelle parce que ça ne sera plus à la mode. C'est d'ailleurs pour ça que ça coûte 15 euros. Ok. C'est pour pouvoir renouveler régulièrement cela. La mode, c'est précisément la beauté, hein, mise à la portée des caniches. Euh, Céline disait l'amour, c'est l'infini à la portée des caniches, mais la mode, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire mettre à la portée de gens qui ne se sont pas forgés, n'ont pas fait l'effort en fait de se forger un goût qui est déjà tout fait. Voilà, on arrête là, on reprend tout à l'heure sur justement alors, quelque chose de vraiment sérieux. Mais c'était sérieux ce que je disais, c'est tiré d'une lecture d'Alessandro Baricco en particulier. Euh, c'est la République de Platon que nous lirons tout à l'heure.